Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images? Qu'est-ce que ces images disent de nous? Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Alors, tout d'abord, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, particulièrement avec Marc, puisque c'est le premier épisode de la saison 2. Donc c'est reparti, Admirare. Et je suis heureux aussi de commencer avec Marc, qui a un choix particulier, pour moi en tout cas, parce que je suis un gros panier percé. Donc c'était pas évident de t'inviter. Et c'est vrai que ça correspond à des désirs, à un lifestyle quand même assez différent, pas du tout radin malin, plutôt quand même dans une optique de tout lire, tout voir, rencontrer tout le monde, tout visiter. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu, en tout cas, à l'opposé du cliché du radin. Ce que je voudrais maintenant, c'est te présenter, Marc, en quelques mots, et puis après je te laisse la parole pour toi, du coup, dire ce que j'ai oublié. Alors, je crois que tu as 33 ans, c'est ça? Non, 34, ça Ok. change chaque année. Ouais. J'ai dû écouter des vieux podcasts. Tu es le créateur et l'animateur du blog Radin Malin, Oui, qui est un blog qui permet d'avoir des bons plans pour économiser. Et puis je crois que désormais, il y a aussi un volet quand même qui est plus de l'ordre de l'investissement immobilier, crypto, et puis un peu en bourse, c'est ça? oui, il y a toujours eu. Le blog, se focalise sur les astuces, pour faire des économies, gagner de l'argent au quotidien, mais ça sert à quoi d'économiser cet argent? Ensuite, il faut peut-être l'investir et bien le gérer, donc c'est pour ça que je parle aussi pas mal d'investissement et de gestion. J'essaie d'être assez large, en fait, sur tout ce qui touche les finances personnelles, peu importe si si tu pas beaucoup d'argent ou si tu as beaucoup d'argent, mais voilà, le gros des astuces quand même, c'est plutôt des trucs du quotidien. OK. Donc ça, c'est un petit peu c'est vrai, c'est ta 1re expertise que, tu développes, aujourd'hui un peu plus. Alors, est-ce qu'on doit savoir autre chose sur toi? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi au-delà de radin malin? Parce que ça te définit pas complètement. Ah bah, il y a plein de choses à savoir sur moi. On pourrait en parler toute la journée. Moi, en fait, bon, déjà, je viens d'une famille, où on était surendettés à la base, tu vois? Et on a toujours galéré, voilà. Après mes parents, je leur reproche rien du tout, hein, ils ont fait, le meilleur, pas de souci. Mais c'est vrai que, bon, ils sont pas du tout forts pour la gestion de l'argent et on était pas mal à la dèche, quoi, ouais, moi, j'ai jamais eu d'héritage, j'en aurai jamais, vraiment je suis parti de rien du tout, et donc je me suis dit au bout d'un moment, quand j'avais 25 ans après la fac, je savais pas quoi faire de ma vie finalement parce que j'étais à la fac, pour apprendre les langues parce que je faisais ce qui me plaisait, je savais pas trop quoi faire après et je galérais quoi. Je m'étais retrouvé à la fin, je trouvais pas de boulot, parce que les stages à la fac, tu connais et j'étais au RSA, entre petits boulots, pas assez d'argent pour avoir le permis, je me suis fait payer mon permis par Pôle emploi d'ailleurs. Ça, j'en parle sur le blog. Ça, c'est un bon truc radin Ah, malin, ça, ouais. c'est un bon truc et donc je me suis dit au bout d'un moment, «Vas-y, c'est pas possible, je peux pas rester un galérien comme ça tout le temps» et en plus de ça, j'ai quand même grandi, dans la peur de manquer avec, vraiment, j la valeur de l'argent, enfin, heu, la la peur de dépenser aussi, tu vois? Faire très attention, tu vois? Mes parents sont handicapés. Ma mère est aveugle et je faisais les courses, avec ma mère depuis tout petit, tu vois? Et comme mes parents avaient pas beaucoup d'argent, moi, mon jeu, c'était entre guillemets d'essayer de faire économiser le plus d'argent possible, à mes parents en faisant les courses avec ma mère. Donc, attention, non, on prend pas ce truc-là, il est moins cher, il est en promo, voilà. Donc je lui disais qu'est-ce qu'il y avait, les prix et d'ailleurs, je le fais toujours. Et donc le jeu, pardon, le Ouais. jeu, c'était d'économiser pour rendre heureux tes parents? Pour leur enlever un poids? Oui, je Qu'est-ce qui pense ouais, pour les aider. pour les aider, ouais. Ouais et donc moi j'ai ce côté gestionnaire. J'ai toujours aimé les jeux de gestion, style Age of Empires, StarCraft et tout, thème hospital, voilà et donc j'ai ce petit côté-là et mon père, lui, il a ce côté filou. Par contre, il a pas du tout le côté gestionnaire, hein, ça, voilà, il gère assez mal, mais par contre, il a le côté filou. Qu'est-ce que tu veux dire filou? C'est-à-dire la bonne combine, les petits astérisques, en bas de la page qui Heu, permettent de débloquer des fonds, qui permettent de ouais ou plutôt, enfin, carrément les trucs, qui frisent la légalité, tu vois? Bah, sans être un brigand, bien sûr, mais tout ce qui est, ouais, si on peut gratter de la thune, à droite à gauche, si on peut avoir un petit bon plan, on le fait quoi et donc mon père a ce côté débrouillard aussi. Donc tu vois, radin malin, en fait, j'ai choisi le nom parce que déjà je trouve que c'est pas monotone. Moi, je voulais un truc qui interpelle les gens, un truc qui fait un peu sourire. Donc ça encapsule tout ça en fait. Radin malin,
C'est le côté, gestionnaire, mais aussi le côté filou, donc le côté débrouillard, quoi, arriver à trouver des astuces pour faire des économies et ensuite faire bon usage de ces économies. Ouais, et donc aussi pour mieux vivre. Pour mieux vivre aussi, oui, et pas se faire, douiller à chaque coin de rue, à payer trop Mmh. cher, telle ou telle chose. Ça tombe bien parce qu'on est à Paris et justement à un coin de rue, mais où on se fait pas trop douiller, je crois. Ouais. Alors, donc, comme tu le sais, le podcast s'appelle Admirare. Donc, le concept, c'est d'inviter les gens que j'admire. Donc là, c'est le moment sympa pour toi. Je vais te dire pourquoi je t'admire. Et puis, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu dans le détail sur chacun de ces points parce que c'est des points qui m'ont interpellé. Le premier, d'abord, c'est la lucidité, la conscience que tu as du fait d'être radin. Donc, effectivement, tu l'assumes, hein, radin malin. Et tu as même dit dans une interview, je trouvais ça intéressant, qu'il y avait trois curseurs. Il y a le radin, l'économe et le consommateur malin. Moi, je crois que je suis plus du côté consommateur malin quand même, même si je suis assez dépensier. Et justement, ce qui m'a intéressé, c'est comment tu as évolué sur ce curseur. Tu as conscience aussi des limites peut-être d'être radin et que du coup, tu avances dans le chemin et c'est ça qui est intéressant, tu pas dans le cliché, du radin qu'on peut, rencontrer dans une émission, un peu cheap, sur Ouais. M6 quoi. Mais en fait, je fais souvent le parallèle, tu vois, radin, c'est un gros mot, c'est une insulte, mais c'est jamais tu personne qui va se revendiquer radin. Tu vois, c'est comme, raciste, si je peux me permettre d'aller jusque-là. Oui, bah, tu peux te permettre tout ce que tu veux dans le podcast. Ou c'est comme beauf, tu vois? C'est comme beauf, tu vois? Jamais personne va dire qu'il est beauf ou qu'il est raciste, ou alors à moins que ou qu'il est radin, tu vois? De des gens à moins de tomber sur des gens vraiment extrêmes et qui assument, sans vergogne aucune, tu vois? Mais c'est toujours, on est toujours le beauf de quelqu'un d'autre, on est toujours le radin de quelqu'un d'autre. Ça dépend où tu places le curseur et personne va se revendiquer radin, et j'en veux pour preuve que les journalistes qui me contactent parfois pour faire des pour faire des reportages, ils ont un mal de chien à trouver des gens qui se revendiquent radins, quoi, parce que personne ne veut se revendiquer radin. Donc il y a des gens qui vont te juger et dire que tu es radin, ou dire que tu es beauf, ou dire que tu es raciste, alors que toi tu n'auras pas l'impression de l'être, Mmh. et donc c'est à toi de te remettre en question, en fait, quand tu vois que les gens te jugent comme ça. Moi, j'estimais ne pas être radin, mais en me comparant avec les autres, je vois que effectivement, je fais plus attention à l'argent que la moyenne, et de base, je suis radin avec moi-même, mais ça vient d'une peur de manquer, en fait. En vrai, c'est ça. Quand tu vois comment j'ai grandi, toujours à faire attention à l'argent, alors qu'à côté, les autres, ils avaient plus de peut-être ils étaient ils sont nés dans des familles, qui étaient moins à la dèche que la mienne, et donc ils avaient plus d'argent, et tu vois, ils partaient en vacances, ils avaient une voiture, des choses comme ça qui paraissent normales et qui, moi, me paraissaient, être un énorme luxe, tu vois? Ou alors qu'il y avait une console de jeux avec beaucoup de jeux, alors que moi, quand j'avais un jeu, c'était la grande fiesta. Donc forcément, en grandissant comme ça, bah, tu deviens «radin» entre guillemets, oui et non, quoi. Tu fais juste attention à l'argent, et après tu rencontres des gens pour qui ça, c'est être radin. Donc après, il faut que tu fasses attention à ce que ça ne nuise pas à tes relations, et ça, c'est un peu voilà, moi, je suis radin avec moi-même quand je suis tout seul, je fais attention, quoique je suis en train de changer là-dessus, mais j'ai à cœur que ça ne Je balance que tu as pris 2 cafés et un jus d'orange en terrasse avant qu'on ah, commence, donc il est en train de lâcher complètement la bride. jus d'orange pressé en plus. C'est ça en plus. Non, non, mais en fait, voilà, je suis radin avec moi-même, oui, même si je suis en train de changer là-dessus depuis des années, mais j'ai à cœur, que ça ne nuise pas à mes relations. Parce que si quelqu'un trouve que tu es radin, bah, ça veut dire qu'il faut que tu te remettes un peu en question, quoi. Donc voilà. Ouais, et en même temps, je trouve qu'il y a alors il y a 2 choses moi que je trouve très, très intéressantes dans ce que tu viens de dire. La première, c'est exactement c'est l'un des objets du podcast, c'est que admirare et donc mirare, c'est-à-dire l'image, et donc c'est toujours ce truc de quelle image on renvoie aux autres et quelle image nous on a l'impression d'être à l'intérieur. Souvent, on sent qu'il y a un petit peu une injustice entre les 2, et les autres peuvent te renvoyer le fait d'être radin et ils peuvent avoir tort aussi. Oui. C'est peut-être eux qui ont, un rapport à l'argent qui est un petit peu, biaisé. Ça, c'est la première chose, et puis la deuxième chose, c'est aussi, je voulais en parler après mais j'en profite maintenant. Je trouve qu'il y a aussi une différence entre le radin comme toi qui est assumé, et je trouve ça beaucoup plus, comment dire, gérable parce qu'en fait, on sait que du coup, il y a un sujet avec l'argent, que tu es responsable, que tu te poses des questions et cetera, et puis les gens qui, vont pas du tout se décrire comme radins, qui peuvent être très dépensiers, mais qui au fond sont égoïstes, parfois un peu sournois, et alors j'ai une anecdote, j'avais mis de côté là pour le podcast, c'est que un soir, on va en boîte avec des copains, dans une boîte que j'adore à Paris qui s'appelle le Silencio. Donc c'est une toute petite boîte, tu peux pas prendre de bouteilles et cetera, donc chacun paie ses verres et cetera. Moi, j'arrive,
je suis assez, dépensier, donc je paye toujours le premier verre, on était avec 2 potes et puis on prend du coup, moi je prends une très bonne vodka, et puis mes copains prennent une vodka avec je sais pas quoi dedans, pareil une très bonne vodka. Donc je sais pas, je paye une certaine somme, et cetera. Un de mes amis, il paye la 2e tournée, il reprend les mêmes verres avec la même vodka de qualité et cetera. Le troisième, qui a beaucoup plus d'argent que nous, quand il va chercher les verres et qu'on récupère la vodka, eux, ils ont pris, je sais pas, une vodka, j'en sais rien, orange ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pris une vodka glace, donc le goût, tu sens tout de suite si c'est pas la même qualité de vodka. Il a pris la vodka la plus cheap. Tu vois, d'un point de vue extérieur, c'est quelqu'un de dépensier, c'est quelqu'un qui part en week-end, c'est quelqu'un qui invite des gens même dans sa maison de week-end, et cetera. Donc il peut sembler généreux, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un d'assez mesquin. Tu vois, donc il y a ça aussi, c'est le deuxième point que je voulais évoquer avec toi. Parfois, c'est pas aussi clair. Donc, et alors un dernier point, auquel tu me fais penser, et complètement à contre-courant aussi. En fait, c'est ça, voilà, j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus dans la préparation. Je trouve un truc vraiment très intéressant, c'est que tu es très à contre-courant de notre société. C'est-à-dire que dans notre société, aujourd'hui, les gens dépensent n'importe comment. Oui. Et du coup, le fait de remettre un petit peu dans le côté Radamana, il y a aussi ce truc de, tu remets du sens, tu redonnes du sens à l'argent et tout nous y amène. C'est-à-dire que quand tu as ton téléphone, que tu cliques sur le côté et que tu payes en 1 seconde, il y a presque un côté ludique. Oui. Donc c'est presque ludique de dépenser là. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Tu sais d'ailleurs que, le slogan d'American Express, c'était, je sais plus si ça l'est encore, mais c'était, «Ne quittez pas la maison sans avoir sur vous», quoi. Parce que, voilà, ils cherchent à faire dépenser les gens, à faire utiliser la carte parce que c'est prouvé que quand tu as une carte bleue, tu dépenses plus que quand tu as du liquide. Donc il y a ce côté, dématérialisé, pratique, on paye en un clic et en fait, on consomme beaucoup sans s'en rendre compte. Quand tu fais pas attention, moi je fais attention, mais quand tu fais pas attention, voilà. Mais après radin, en fait, comme je te dis, tu dis que, pour moi, je l'assume et tout. En fait, je l'assume, pas, je l'assume, tu vois? Mais non, mais oui, je te dis, c'est que comme je te disais, c'est une insulte, en fait. Donc qui va assumer ça? Très peu de gens assument ça et d'ailleurs, je suis en contact avec un lecteur, Alex, hein, si tu m'écoutes, salut, Mmh. qui est passé dans C'est mon choix, 2 fois d'ailleurs. Je suis radin et je sais pas quoi, tu vois? L'émission et il expliquait d'ailleurs à l'époque, c'était en 2000, il s'était fait huer par le public parce qu'il avait une chasse d'eau à double, enfin une double chasse d'eau. Parce qu'à Ouais, je vois l'époque, très bien. c'était pas du tout répandu et c'était vu comme un truc de grosse pince, tu vois? D'avoir une chasse d'eau, il économise, 3 litres quand il fait pipi, et les gens, et là, moi, je me disais: «Bah, tu vois comment les temps ont changé?» Il y a ce côté surconsommation, ce côté écolo et ce côté bon sens, en fait. C'est du bon sens d'avoir une chasse d'eau double. Maintenant, plus personne remet ça en question, mais en attendant, bon, là, c'était très logique de faire ça de sa part, mais par contre, après, il y a des choses que des gens radins beaucoup plus hardcore font. Quand ils vont commencer à rogner sur leurs relations sociales, c'est là que ça devient, dangereux et toxique. Mais, et donc lui, tout comme moi, on a ce côté radin, OK, mais on va jamais dire ça. On va toujours se justifier avec la grande phrase classique: «Je ne suis pas radin, je suis économe». Oui, Et ce qui est l'équivalent quand tu disais pour le racisme de: «Je suis pas raciste, j'ai un copain noir», quoi. ouais, voilà, ou, je suis pas beauf, non, quoique beauf, Ouais, on l'entend pas trop. Mais beauf, c'est un bon exemple aussi. ouais. Comme je te dis, tu es toujours le beauf de quelqu'un, tu es toujours le radin de quelqu'un. Donc, oui, assumer à moitié, tu vois? Moi, j'ai pas envie de me faire traiter de radin, et dès qu'on me fait la reproche, donc il y a des gens qui vont me le dire à tort, effectivement. Si c'est une personne qui me le dit, je fais: «Oui, non, bon, lui, c'est un dépensier, il abuse, je l'écoute pas». Mais si tu commences à avoir 4, 5, 6 personnes qui te font la remarque, bon, bah, là, c'est le moment de te remettre en question, ouais. Est-ce que tu crois pas au contraire que tu devrais revendiquer le fait d'être radin et que ça a même, qu'il y a même une vocation presque sociétale? C'est-à-dire, tu vois, parce que j'y pensais en venant, particulièrement aux États-Unis et les États-Unis ont une influence, délirante sur notre société, mais tu consommes, on te donne une bouteille individuelle dès que tu arrives quelque part. Tout pousse à la surconsommation et donc, par exemple, tu vas boire parfois, 2 gorgées dans une bouteille et donc on va l'acheter. Et pareil, quand tu loues un Airbnb, comme c'est des normes américaines, s'il reste plein de nourriture dans le frigo, tout va être jeté par mesure de sécurité ou par mesure alors que c'est complètement absurde. On va jeter de la nourriture et ça recolle avec une anecdote que tu as racontée dans un autre podcast, que j'ai trouvé très drôle, sur, des œufs que tu avais trouvés dans une Oui, poubelle, non, mais des œufs quelle horreur. bio. Et en fait, tu vois, il y a quand même ce truc de, qui enfin, à partir du moment où, en fait, n'importe quel magasin jette de la nourriture qui est bonne, qui, peut être consommée, qui est bio, en fait, ça contribue au fait que le prix soit élevé puisqu'en fait, on jette des choses qui sont bonnes, qu'à la fin, le client va devoir payer.
parce que c'est une perte pour l'entreprise et que l'entreprise, elle va pas rogner sur ses bénéfices. Donc je pense que, tu vois, il y a quand même un truc, ce discours aujourd'hui de Radin, je trouve, il a plus que du sens, il est nécessaire parce qu'on est dans une société où on nous dit: «Gâcher, c'est comment dire? C'est désirable. Il faut que tu gâches si tu veux être quelqu'un de désirable. Si tu économises, si tu fais attention aux choses, tu valorises, tu vois, ne serait-ce qu'en plus les œufs, bah, c'est des animaux. C'est des Oui, animaux en fait, fécondés en fait, oui, qui oui, auraient pu vivre, tu vois? oui. Donc gâche des animaux, gâche la vie d'animaux, enfin, tu vois, c'est quand même délirant, quoi. Bah, oui, exactement, mais on est dans une société où on valorise la surconsommation et le gaspillage. Pourquoi? Parce que ça dénote que tu t'en fous parce que tu as beaucoup de ressources et c c'est valorisé et je pense que c'est valorisé dans beaucoup de sociétés. En fait, le problème et là, si tu veux, on part un peu, dans le côté politique, mais moi, ce que je vois au quotidien, je pense que je pense que le problème fondamental du système, capitaliste dans lequel on vit actuellement, Mmh. c'est que c'est gratuit de polluer. C'est-à-dire que les externalités négatives, c'est-à-dire le fait que, le fait de polluer, ça a un coût, Mmh. Et on te environnemental le fait pas payer, ouais. qu'on ne prend pas en compte dans le prix des choses. Si on le faisait, ça coûterait le Biocop coûterait le prix de Lidl et Lidl coûterait le prix de Biocop et ça coûte ça rejoint un petit peu la taxe les taxes carbone et tout. Heu, pour moi, je suis complètement d'accord avec la taxe carbone parce que ça permettrait d'aligner les prix sur la pollution et donc d'arrêter de prendre l'avion, plutôt que de prendre le train parce que ça coûterait le vrai prix que ça coûte à la société et à l'environnement. Si tu payais le vrai prix que ça coûte à l'environnement un billet d'avion, ça coûterait très cher et peu de monde le prendrait. Alors après, il y a des problèmes d'inégalité qui Ouais, se mais rajoutent en à ça, fait, mais je trouve qu'on rejoint alors je suis d'accord avec toi, mais on rejoint un autre problème qui me un problème général aussi dans notre société. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu sanctionnes par le prix, c'est comme la voiture, je prends un sujet hyper oui, polémique, mais le fait de les amendes, et le dernier week-end où je suis parti, j'ai pris 400 € d'amende, ouais, j'ai les moyens, ça fait chier, oui, mais j'ai les moyens. Mais le mec qui gagne le SMIC, bah, oui. concrètement, tu viens de lui gâcher une année. Parce que les 400 €, c'est une année d'économie. Mais c'est Potentiellement. oui, Et en fait, oui. la sanction uniquement financière, je trouve que ça induit aussi un truc qui peut marcher de manière générale si la vie est chère et que les revenus sont élevés, mais alors que les écarts de richesse se creusent déjà, je trouve que c'est Mais sanctionner tout le temps les plus pauvres. bien sûr, je suis d'accord avec toi, c'est très délicat. Il y a des pays où les amendes sont indexées sur ton revenu, hein. Ça Ah peut être une solution, par c'est exemple, intéressant, hein. tu vois? Et donc le fait que ce soit gratuit de polluer et que même ça fasse faire des économies de polluer, et beh, ça explique, d'un point de vue, totalement froid et pragmatique que les entreprises du CAC 40 enfin, que les grandes chaînes de supermarchés jettent de la nourriture. Parce qu'ils s'en foutent. Eux, ça leur coûte moins cher de faire ça. Ça leur coûte limite moins cher de verser de la javel, sur des sur de la nourriture. Ça leur coûte moins cher. Donc le problème, est-ce qu'il faut reprocher ça chez Soch au supermarché? Ou est-ce qu'il faut pas aller chercher un cran plus haut et reprocher ça au système qui encourage les supermarchés à faire ça? Moi, ça me révolte, hein, bien sûr, mais le problème, c'est que le système encourage ce genre de pratique. Ouais, peut-être que c'est en train de changer quand même avec, l'approche plus générale, enfin, tu vois, le fait qu'aujourd'hui on raisonne un petit peu, nos modes de consommation, mais c'est vrai qu'il y aura pas de changement Il y a un sans un évol changement de mode de Il y a une consommation plus évolution général. des mentalités, mais Ouais. le système encourage toujours au gaspillage, donc Mmh. enfin bon, bah, voilà, moi c'est mon OK, c'est mon c'est mon avis. on pourra faire un objet, complet de podcast là-dessus. Ouais. Donc je passe au deuxième point d'admiration. Ce que je trouve intéressant dans ton blog, c'est que tu démystifies le discours sur les influenceurs, notamment sur les discours du type, «Comment devenir millionnaire avant tel âge? Comment devenir rentier?» hem Parce qu'à mon avis, très personnellement, pour y parvenir, bah, en fait, dans le fait d'économiser, tu privilégies forcément l'investissement à la vie et ce mode de raisonnement, il peut te contaminer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux avoir pris le pli, avoir pris l'habitude et avoir justement du mal à profiter. Tu as oublié finalement que l'argent, c'était un moyen, c'était un moteur pour vivre des choses et tu peux être uniquement mu par l'argent. Donc j'aimerais bien que tu me dises, sur ce sujet, qu'est-ce que toi tu as appris? Est-ce que c'est ça qui t'a permis d'évoluer justement sur ton curseur de radin? Parce que c'est difficile de devenir riche, c'est difficile de devenir rentier et particulièrement comme tu le disais, parce que toi, tu as pas eu de transmission, il y a pas eu Mmh. d'héritage. Ouais. Donc tu pars de zéro. Donc ça, c'est un premier première partie de la question. La deuxième question, c'est sur quoi les influenceurs mentent? Qu'est-ce qui est pas vrai ou qu'est-ce qui
En quoi ils induisent en erreur? Parce que ça, je trouve ça assez dégueulasse quand même. Bah, il faut toujours suivre l'argent, en fait, suivre les intérêts. Quel est leur intérêt? En fait, les influenceurs, en général, ils mentent pas, ils embellissent la vérité, c'est tout. Mmh. Donc, ils vont te laisser entendre, ils vont même pas te le dire clairement, ils vont te laisser entendre que tu peux devenir riche avec l'immobilier très facilement, très rapidement. Ce qui est pas vrai, c'est pas vrai du tout. L'immobilier, ça demande, beaucoup d'efforts. Moi, je l'ai fait et alors si c'est ton truc, ça peut aller vite et tu peux devenir riche, bien sûr, il y a pas de souci. C'est pour peu que tu prennes un appart délabré, tu le rénoves toi-même, tu le loues en Airbnb, voilà, tu peux te faire de la thune, vraiment. Mais ça c'est beaucoup de stress, beaucoup de démarches, ça demande de beaucoup se renseigner, de lire des bouquins et tout. Eux, bien sûr qu'ils embellissent la vérité parce qu'ils veulent te vendre leur formation, c'est ça leur business. C'est normal, on ne peut pas leur en vouloir, mais il faut garder un esprit critique comme d'habitude et moi je dis: «Tu peux acheter leur formation si tu veux, peut-être que ça t'aidera, mais si tu as vraiment pas de thunes, le mieux c'est quand même de te renseigner sur internet, de télécharger des e-books, gratuits si tu arrives à les trouver, hein, wink wink. Mmh. Ou alors sinon d'acheter des bouquins sur Amazon ou pas, qui parlent du sujet, tu peux très bien te former là-dessus. Donc les influenceurs, voilà, c'est des gens qui ont des formations à vendre, qui, selon moi, coûtent cher pour ce qu'elles sont. Si tu as l'argent pour les acheter, achète, si ça te fait plaisir, mais c'est pas obligé. Et ce qu'ils disent, c'est vrai, mais c'est un peu grossi. Tu peux devenir rentier. Pareil avec la bourse, tu peux devenir rentier. Ah. Mais c'est pas voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça demande, un cheminement, de plusieurs années, donc voilà, c'est Ouais, puis tu as aussi tous les gens, moi j'en connais beaucoup qui travaillent en finance, qui ont fait des études longues, qui travaillent en finance depuis mmh. longtemps. Ils sont pas tous multimillionnaires Oui, alors que c'est leur métier. oui, Donc je mets toujours un oui, peu enfin, tu vois, c'est pareil pour les agents immobiliers. Les agents immobiliers, c'est leur métier, ils font oui, des transactions depuis longtemps, ils ont tous les contacts et ils sont pas tous millionnaires et pas en 3 ans. Donc le truc en fait, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est-à-dire oui, c'est possible, mais si tu connais bien c'est ton métier, possible tu as si tu es raison. doué et si tu as de la chance. Effectivement, plus en fait c'est comme dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire si, ce que tu disais, tu achètes un bâtiment qui est en mauvais état, donc tu as fait un bon achat. Ensuite, tu fais les travaux toi-même ou tu les fais faire pas cher parce que tu sais comment c'est fait et donc du coup, tu vas pouvoir challenger l'achat des matériaux, la réalisation des travaux. Qu'ensuite tu loues en saison courte, donc soit sur Airbnb, soit en logement, saisonnier et donc du coup avec un taux, au mètre carré qui est très élevé, là tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais sinon, si tu achètes un bien, que tu mets dans une agence, que tu fais faire les travaux sans chal ah les marges quand tu regardes les chiffres, hein, d'ailleurs il y a des fonds d'investissement qui font des stats là-dessus, les marges elles sont très, très faibles. Tu gagnes pas plus d'argent que dans n'importe quel business. Oui, mais l'optimisation de ça, ça s'apprend et c'est vrai que maintenant, il y a quand même beaucoup de ressources, disponibles avec internet et avec les bouquins et c'est plus facile qu'avant. Donc tu peux le faire, tu peux te lancer dedans. Après tu me dis, il y a des gens qui travaillent dans la finance, il y a des agents immobiliers qui pourraient être millionnaires et qui ne le sont pas. Soit c'est pas leur objectif, soit aussi je pense qu'il y a moi il y a une idée fondamentale, qui dirige ma vie financière je pense, Mmh. c'est que je vis jamais au-dessus de mes moyens. Je vis toujours au-dessous de mes moyens. Heu et ça, bah, ça je l'ai vu de mes yeux avec les crédits à la consommation, crédit revolving, hein, quand j'étais petit, que ça nous a mis dans la merde. J'ai toujours été sensibilisé au fait que, il ne faut jamais faire de crédit déjà et acheter un truc en 2 fois, 3 fois sans frais, c'est un crédit, hein. Ça, j'avais eu ce débat lunaire avec des des anciens collègues à moi qui me disaient: «Bah non, c'est pas un crédit». «Bah ouais, bah c'est quoi? C'est une tarte aux pommes alors?» «Non, non, 3 fois sans frais, c'est un crédit». Moi, j'achète pas avec de l'argent qui ne m'appartient pas et je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Je me mets pas jamais en découvert. Je fuis le découvert comme la peste parce que c'est vraiment un sale truc, quoi. Tu mets le doigt dans un engrenage, et donc si tu as ce réflexe de vivre en dessous de tes moyens, légèrement en dessous de tes moyens, je te demande Mmh. pas de vivre comme un moine, et de mettre cet argent-là de côté, de le réinvestir, bon, bah, au fil du temps, tu développes une mentalité qui te permet d'arriver là. Mais il y a des gens qui gagnent 5 000 € par mois et qui dépensent 6 000 et donc en fait, tu peux gagner beaucoup d'argent et ne jamais, construire de patrimoine comme ça. D'ailleurs, il y a un livre que je conseille souvent, qui est gratuit, que je fais de la pub au gars à chaque fois, mais c'est parce qu'il m'a pas mal influencé. C'est Olivier Seban, «Tout le monde mérite d'être riche». Donc tu vas sur son site, tu t'inscris à sa newsletter, machin et tu as son livre gratos en PDF. Et rien que ça pose les bases d'une bonne, réflexion de bons principes à avoir, en matière de gestion des finances personnelles. Moi, je conseille à tout le monde de lire, ça se lit facilement, ça m'a Ouais, beaucoup aidé. c'est important aussi je trouve de ce que tu dis, tu as raison de te dire, je voulais y venir après mais du coup je prends un petit peu d'avance, de se dire, «Finalement quelle vie j'ai envie d'avoir? Cette vie combien elle va me coûter? Ouais, Combien j'ai besoin de générer,
de cash pour cette vie? Est-ce que du coup, je fais en sorte, je fais ce qu'il faut pour générer le cash suffisant? Et à quel moment je vais en avoir moins? Combien j'ai besoin d'investir? Quelle part de revenus? Finalement, d'avoir un petit peu un truc tracé financier avec, combien j'épargne, de se fixer des règles perso, Oui, tu peux, pour bah, il y a qu'elles y la roulent. fameuse règle des 10 et de se payer en premier. Tu prends 10 de ton salaire, si tu peux pas, tu prends 5, si tu peux pas, tu prends 1 Mmh mh. et tu te le vires sur ton compte épargne, 1 chose en recevant ton salaire. Mmh. Parce que si tu attends la fin du mois pour dire: «S'il me reste 10 peut-être», en fait, tu les mettras jamais de côté. Donc loin des yeux, loin du cœur, tu prends tes 10 au début du mois. OK. Il y a un autre sujet sur lequel qui fait l'objet de mon admiration, c'est bon, on en a un peu parlé, mais je trouve intéressant du coup le fait que tu éduques un petit peu par rapport au discours marketing. C'est-à-dire, on y reviendra après, mais il y a ce qu'on te raconte et il y a la réalité de ce que tu achètes, que ce soit en qualité ou en termes de prix. Toi, j'ai l'impression que tu es quand même plus sur le prix. Ce qui m'amène finalement à mon cinquième point, c'est un peu le cœur du podcast aujourd'hui avec toi. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que tu amènes à une réflexion sur l'argent. Combien j'ai d'argent? À quoi je veux qu'il me serve cet argent? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie d'acquérir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Et donc, combien d'argent j'ai besoin de gagner pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. C'est un peu le cœur pour moi. Et alors, un sujet sur lequel j'ai envie de t'interroger, dans le premier épisode du podcast, on avait évoqué un sujet qui était la fin de la norme. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour nous sur l'argent, parce qu'en fait, aujourd'hui, le prix est déconnecté de la valeur des choses. Et ça, c'est un grand. Alors moi, tu sais, Ah quand oui, j'ai été vaguement consultant pendant très peu de temps, j'adore. et on t'explique que si tu veux, avant, tu avais l'ancienne règle de, tu, as un coût, puis Oui, tu ajoutes ta marge et ça te fait ton ouais, prix. Puis à un moment, il y a un petit malin qui a dit, bah, en fait, combien le client est prêt à payer? ouais. Et à partir de ce moment-là, moi, je trouve l'exemple qui est toujours parlant, c'est les coques de téléphone. Une coque de téléphone, ça fait quand je vivais en Chine, c'est tu peux les acheter pour littéralement les mêmes 50 centimes. Apple les vend 60 balles maintenant, Oui, oui. en boutique. Et donc en fait, Non mais ouais, vraiment, ils se sont dit: «Beh, combien le client est prêt à payer?» Et au début, donc ils ont mis à 20-30 balles. Et ouais. donc ça, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Qu'est-ce que toi, tu ressens quand tu vois un truc qui est vendu Mais J'ai à j'ai j'ai l'impression que tu sors les mots de ma tête parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps et qui m'emmerde de plus en plus, hein, excuse-moi de ma vulgarité. vas-y, vas-y. Hem, c'est ouais, c'est ça. En fait, maintenant, c'est de plus en plus, on voit des stratégies de pricing, hein, où, en fait, avant, enfin, depuis la nuit des temps, effectivement, ça a toujours été, tu vends ton produit ou ton service pour le prix que ça te coûte, plus une petite marge pour vivre. Voilà. Maintenant, non, c'est on va d'abord étudier quel est le persona, enfin, quel est le profil type du client qui va acheter mon produit, quel est son revenu moyen et combien de thunes il est prêt à claquer au maximum là-dedans. Et donc c'est sur ça qu'on base le prix, c'est pas sur la valeur du truc. Et ça, alors toi tu citais l'exemple des coques, alors c'est un exemple magnifique, hein, c'est vraiment une douille internationale quand même les coques. Moi c'est pour ça que je les prends sur AliExpress, tu vois? Tu trouves des coques à 1 €, 2 €, voilà, et de toute Et puis façon, c'est les mêmes. oui, dans tous les cas ça vient de Chine aussi, hein, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi par exemple, je m'étais un peu pris le chou avec un pote, sur les bières. J'aime bien la bière, hein, comme beaucoup de gens. Et tu donc lui, il bossait dans un bar à bière, qui s'adresse, voilà, qui s'adresse à des amateurs, à tous les snobs de la bière et Dieu sait s'il y en a et j'en fais partie. Et il avait des petites canettes de bière artisanale à 9 € la canette, tu vois? Waouh. Et Je moi bois je lui pas de dis: bière, mais j'imagine que c'est très cher. «Ouais», et moi je lui dis: «Mais gros, bon, je veux bien payer plus cher pour une bière artisanale, bien évidemment, mais 9 € la canette, est-ce qu'il y a pas un problème quelque part à un moment donné?» Tu vois? Genre, ça ne coûte pas 9 € une canette, tu vois? Elle peut être super artisanale, super, bien travaillée. Ne me dis pas que le prix n'a pas été, défini en fonction du maximum que le gars, qui vient acheter sa bière, peut, payer parce qu'il veut se sentir cool et tout. Non, le prix, enfin pardon, le prix n'a pas été défini en fonction de la valeur de la canette. Si ça avait été le cas, peut-être que ça leur coûte, on va dire 3 € à produire, 3 € pour la distribution, machin, peut-être 6 € grand max et encore je suis très gentil, tu vois? Et bon, et cette stratégie-là, je la vois, mais je la vois partout et maintenant ça m'énerve au plus haut point à chaque fois que je vois ça, quoi, je trouve que c'est très malhonnête de faire ça. C'est vraiment, squeezer les gens au maximum pour récupérer le maximum de thunes. C'est une logique extrêmement, de prédateurs, c'est Ouais, puis c'est aussi la logique c'est aussi ce qui contribue finalement à l'écart de richesse dans nos sociétés. oui, C'est qu'en fait, au lieu de vendre le truc, effectivement, ce que tu disais avec ta marge, pour que tu vives et que tu vives bien et que tu développes ta boîte, tu le vends au prix max ouais, pour faire un max de thunes en très peu de temps, revendre ton site, revendre ta marque, passer à un autre business. Et pendant ce temps-là, bah, tu as des gens qui sont des pigeons quand même. ouais, bah, c'est logique de rentabilité. Moi, je veux bien, c'est normal, bien évidemment, mais là, c'est logique de rentabilité poussée à l'extrême et bon, c'est malhonnête, quoi.
Ça, c'est un truc qui m'avait interpellé. Je trouve qu'il y a un truc qui a changé, si on revient sur la question d'inégalité, c'est qu'avant, il y avait pas les réseaux sociaux. Donc en fait, moi, je pense que, tu vois, dans les années 60-70, pendant très longtemps, les pauvres, d'ailleurs, c'est un mot qu'on n'utilise plus, les pauvres, tu vois? Ils ont fantasmé la vie des riches et en fait, maintenant, ils Ouais. la voient sur Insta. Je trouve que c'est d'une violence, enfin, Instagram, moi, je trouve que c'est d'une violence sans nom. C'est-à-dire que tu as des gens toute la journée qui voient des vidéos de la vie qu'ils auront jamais, qu'ils imaginaient même pas avant. Par des gens qui sont pas forcément riches en plus, ou alors qui font des choses, terribles pour en arriver là, hein. Je sais pas, un petit clin d'œil aux influenceuses à Dubaï, Ouais. il y a des petits scandales qui commencent à sortir, c'est pas très joli, hein, mais oui, bah, et c'est juste, oui, il faut arriver à déjà, il faut pas trop traîner sur Instagram, mais il faut arriver à s'en défaire et puis il faut arriver à, hem, peut-être moi, c'est mon avis perso, mais moi, je tends vers une vie, simple, tu vois? Je suis un mec, plutôt, à l'arrache, heu, j'ai pas j'aspire pas, je roule en j'ai une voiture déjà premièrement. Je me suis payé ce luxe d'avoir une voiture. Ça, tu l'as dit plusieurs fois dans plusieurs podcasts, c'est important ça. Ouais, ma Ça, première c'est fois un vrai kiff. j'ai passé mon permis à 25 ans, donc je me le suis fait payer par Pôle emploi, hein. C'est possible, il suffit d'harceler son conseiller Pôle emploi, voilà, et j'ai acheté ma voiture, j'avais 32 ans, 33 ans, donc ça fait pas longtemps que j'ai une voiture. C'est un vrai plaisir pour moi. Je m'en sers de temps en temps, j'amène ma mère faire les courses, toujours encore aujourd'hui, tu vois? Et c'est une 207 SW, donc voilà, c'est une petite voiture de daron, d'occasion. J'ai les moyens de m'acheter une Tesla, tu vois? J'aimerais bien m'acheter une Tesla. J'ai les moyens de le faire, mais je le fais pas parce que, c'est quoi? C'est que du bling bling, c'est de l'argent de foutu en l'air. C'est totalement démesuré par rapport à mes besoins. Voilà, c'est comme si t'as pas beaucoup d'argent, t'achètes pas un iPhone, t'achètes pas le dernier iPhone, t'achètes un voilà, tu un tu vois, moi j'ai un Xiaomi, portable, ça marche très bien et il m'a coûté 300 balles, ce qui est déjà pas mal, tu vois? Tu peux avoir un portable très bien pour ce prix-là, Alors, je t'ai entendu dire ça plusieurs fois dans des podcasts. Sur ce point, j'avoue, je suis pas du tout d'accord avec toi parce ah que ouais? quand tu achètes un Xiaomi ou un OnePlus ou ce que tu gagnes en termes financiers, c'était les données que tu perds. Et personnellement, je trouve que, enfin, on en entend de plus en plus parler, ça commence. Mais j'ai vécu en Chine, Ouais, j'ai pas envie de donner mes données à Xiaomi alors que, enfin, ça commence à sortir, mais de plus en plus quand même, les Chinois sont complètement contrôlés par le gouvernement. Tu as, tu sais, l'indice de bons citoyens ouais, qui fait que tu as le ouais, droit de prendre le train, le bus, et ouais, cetera. ouais, c'est Enfin, c'est plutôt un sujet sur lequel je trouve qu'il faudrait, avertir plutôt que, promouvoir, mais je pense que oui, non, mais je comprends tout à fait. Après, moi, je suis très fataliste là-dessus et je me dis de toute façon, quoi qu'on fasse, même si tu es totalement absent d'internet, tu existes quand même sur internet, d'une manière ou d'une autre et tes données sont récupérées. Donc bon, je suis fataliste là-dessus. Je comprends, ton point de vue. Même avec ton état d'esprit, tu peux tout à fait te dire: «OK, moi, je préfère rester chez Apple parce qu'ils respectent plus les données, voilà, et OK, tu te mmh, prends un iPhone, moins cher, tu vois? Tu te prends un iPhone XR, d'occasion sur le bon coin, tu en as à 150 balles et ça marche très, très bien. Tu pas besoin d'avoir l'iPhone à 1000 balles qui, en plus de ça, va perdre en valeur à la vitesse de la lumière et si t'as pas l'argent pour te le payer, c'est dommage. Tout ça, tu pourrais placer cet argent et sécuriser un petit peu plus ton avenir. alors c'est d'autant plus enfin, c'est exactement ce que je voulais aborder avec toi. En fait, ce que tu évoques là, c'est que tu payes très, très cher la désirabilité. Oui, C'est-à-dire, est-ce que le marketing te vend? C'est-à-dire, le truc que la société te dit: «Tiens, il faut que tu consommes ça parce que oui. ça te rend cool», ça, c'est un des trucs où tu fais le plus arnaquer et que tu payes très, très cher, c'est avoir le truc à la mode. Donc Ou le truc, vu comme étant pratique. alors ça, c'est un autre sujet, ouais, effectivement, la flemme, tu payes très, très cher Ouais. la flemme. Mais pour revenir sur le côté, sur la désirabilité, un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est que d'une certaine manière, je trouve que le fait de perdre le lien avec la nature des choses, tu vois, l'exemple qu'on évoquait tout à l'heure, les œufs, en fait, c'est de la nourriture, c'est des Ouais. êtres vivants en Ouais, plus, ouais, tu ouais. vois, les œufs, qu'on a tués pour pouvoir et c'est OK, enfin, en tout cas, on peut considérer que c'est OK de tuer du coup des œufs, enfin des embryons pour du coup en faire des œufs et que des êtres humains se nourrissent, mais en revanche, de pas les jeter, tu Ouais, vois? parce que c'est de l'énergie de gaspiller, c'est même d'un point de C'est des vue vies en plus, animales, ouais. gaspillées et tu vois, il y a ce truc de en fait, si tu connais la nature des choses, si tu comprends le monde qui t'entoure, je trouve tu entre guillemets, «tu consommes mieux» et tu te fais moins avoir. Par exemple, c'est pour moi, il y a tout ce truc aussi des marques. Mmh. C'est-à-dire la grosse arnaque du marketing, c'est les marques. C'est-à-dire on Mmh. te dit: «Tiens, achète» moi, tu vois, là, j'ai un MacBook sur la table, «Achète ce MacBook Pro», c'est mon sixième ou septième. Ils ont tous été très, très bien, sauf le précédent. Le précédent, j'ai eu que des galères avec. Mmh. C'est quand même un MacBook qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros. Donc tu vois, il y a ce truc de en fait, d'acheter la marque en te disant: «Si j'achète cette marque, c'est nécessairement de la qualité». Alors que la compétence chacun doit développer une compétence, à mon avis, qui est de: «Qu'est-ce que j'achète?»
est-ce que ça vaut le prix que je le paie? Et du coup, est-ce que je l'achète? Tu vois? Et en fait, avec les marques, on a un peu coupé avec ça et c'est ce qui fait qu'on se fait arnaquer, je trouve. Ça dépend des marques. Moi, en l'occurrence, Apple, j'aime beaucoup Apple. Bon, je trouve qu'ils abusent un peu sur l'obsolescence programmée. Ils abusent énormément d'ailleurs et sur la réparabilité. Mmh mh. Mais par contre, il y a 10 ans, moi j'ai eu 2 MacBook Pro. Avant, j'avais des ordinateurs portables Windows et c'était de la merde à chaque fois et ça tombait en panne. Et j'en ai un, enfin, le chip vidéo a été grillé à un moment. Mmh. Et genre, il a fallu que j'ai jeté l'ordi, quoi, super. Et je me suis acheté un MacBook Pro en 2012, avec ma paye de job, d'été. J'ai longuement réfléchi avant d'acheter un MacBook Pro et de passer sur Mac et je me suis dit: «Non, vas-y, ça a l'air d'être de la qualité, c'est bien construit et tout, donc vas-y, je vais le prendre» et je l'ai gardé 10 ans ce MacBook. 10 ans et j'ai rajouté de la RAM, j'ai remplacé le disque dur par un SSD, tu vois? J'en ai pris soin et tout. En fait, on revient au même point Heu, de ce que j'évoquais. Tu comprends ton Mac, tu sais ouais, ce dont il a besoin pour durer très longtemps c'est ça. et donc t'es pas en fait, ça rejoint le point de si tu consommes sans réfléchir, si tu achètes ce qu'on te dit, Mmh. ce qu'on te dit qui est désirable parce Ouais, qu'il y a aussi ce truc de, moi, c'est un truc que je défends, je pense plus on se connaît soi, plus tu as une vie intérieure forte et donc plus tu utilises l'argent comme un moteur pour réaliser tes désirs, réaliser les expériences que tu as fantasmées ou dont tu as envie ou qui te font te sentir vivant, plus du coup, tu vas consommer des choses qui sont personnelles et qui sont moins liées aux effets de mode. Et en fait, tous ces trucs, tous les petits gadgets du moment, je sais pas, vraiment les vêtements, tu vois? Voilà, tu ouais, achètes cette marque parce qu'on te dit que c'est la marque du moment et puis en fait, 6 mois après, ben, tout le monde s'en fout et donc en fait, tu le revends sur Vinted ouais. à 20 fois moins le prix. Là, en Alors que fait, tu aurais pu l'acheter sur ça Vinted. ouais et en fait, surtout, ça te nourrit pas, Ouais. en fait, parce que tu fais une expérience de la vie qui est celle qu'on t'a dit que tu devais faire et pas celle que Oui et toi, tu puis as envie de faire réellement. en plus, on te doit toujours sur le sujet de la réparabilité, moi, mon MacBook, j'aurais très bien pu faire comme beaucoup de gens, genre la quasi-totalité des gens autour de moi, acheter un nouveau MacBook dès qu'il commençait à être, un peu trop lent. Je me suis dit: «Beh, non, je sais qu'en remplaçant l'ancien disque dur par un SSD, je lui donne une deuxième jeunesse, ça va me coûter 100 € et c'est reparti pour un tour» et à côté de ça, moi, j'avais plein de potes, qui changeaient de MacBook tout simplement et donc ça leur coûtait très cher et en plus de ça, ça pollue, comme c'est pas permis et moi, je me suis dit: «Bah, non, est-ce que» en fait, le problème, c'est que, si Ce que tu évoques, c'est moi, en ce qu'on faisant évoquait un peu avant de commencer le podcast, heu c'est la flemme. ouais, déjà, c'est la flemme, Ensuite, bon, OK, les gens savent pas, qu'on peut démonter un ordi et rajouter de la RAM. Pourtant, c'est aussi facile que de changer une cartouche de Game Boy, tu vois? Mais bon, ça, je peux comprendre encore, mais en fait, il y a aussi cette histoire de si tu fais ça, et que tu achètes pas de nouveau MacBook, tu passes pour un radin. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont trouver que tu es radin et «Oh là là, tu te fais pas plaisir, tu te restreins». Tu vois? Tu as cette fausse notion de se faire plaisir, utiliser des capsules de café Nespresso, mon exemple préféré, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Ouais, non, mais moi je prends ça parce que c'est pratique et toi tu utilises pas ça, mais c'est parce que tu es radin», tu vois? Il y a beaucoup de gens qui vont penser comme ça ou qui te le diront pas, mais voilà. Mais non, c'est juste que, elle est où la limite entre se faire plaisir et être totalement dans la surconsommation et dans l'abus? Ouais, en fait, c'est marrant, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on retrouve finalement toujours les mêmes points. Il y a d'abord, tu payes très, très cher ta flemme, tu payes très, très cher ta non-connaissance. C'est parce qu'en fait, ce que tu Ouais, dis, le fait de ne pas s'intéresser à comment fonctionne ton ordinateur, est-ce que c'est réparable, est-ce que c'est pas réparable? Concrètement, qu'est-ce que je peux rajouter? tu as toujours un pote qui connaît, tu peux demander, Ouais et moi des Macs, j'en ai eu beaucoup et souvent, par exemple, ce que je fais, alors je suis pas aussi, parce que j'ai pas autant de courage que toi, mais ce que je fais, c'est que j'achète toujours la version boostée. C'est-à-dire avec déjà, quand je l'achète, beaucoup de RAM et donc en fait, il dure très longtemps parce qu'en mmh, fait, c'est un modèle dont l'obsolescence est beaucoup moins rapide. En fait, je l'ai peut-être payé effectivement 150 ou 200 ouais, € plus cher au départ, donc ouais, finalement ce que toi tu vas rajouter après, mais du coup, il va me durer beaucoup plus longtemps et fonctionner toujours très, très bien. Il y a ça et puis après, on revient toujours sur le même truc, c'est-à-dire l'image. On vit d'image. En fait, ouais, aujourd'hui, le sujet, c'est l'image que tu renvoies en consommant plutôt que le besoin que tu as mmh. et en fait, à chaque fois que tu consommes pour l'image et pas pour ton besoin, bah, ça te coûte très, très cher, ouais. Bah, c'est ça, il faut rester sur ton besoin. Après, ouais, ça encore une fois, ça dépend où tu places le curseur. J'ai un ami, qui a une qui a une voiture, très, très vieille. Tu vois, moi, ma voiture, c'est une bonne occasion, elle roule bien et elle présente bien, ça va, hein, c'est une voiture de 2009, voilà. Et j'ai un pote qui roule dans une vieille Mégane de 94 genre, il en change pas alors qu'il pourrait le faire, mais parce qu'il est vraiment, dans cette logique-là à l'extrême. Mais bon, lui, je pense que c'est abusé. Il y a un moment où il faut acheter un nouvel ordi ou une nouvelle voiture, bien sûr. Il faut pas le faire tous les ans, mais peut-être une fois tous les 10 ans, c'est raisonnable, je pense.
OK, alors donc on vient sur un autre aspect, moi, qui m'intéressait et qui fait que je t'invitais. C'est que, en fait, à chaque fois qu'on a échangé, moi, je trouvais qu'il y avait ça se sent là quand on discute, tu es quelqu'un de très, rationnel, qui a un recul énorme sur, lui, sur, ce qu'il fait, sur son métier aussi, et sa «pratique» entre guillemets de radin. Ce qu'on voit jamais finalement, les portraits, de radins, c'est toujours, des clichés et donc ça nous permet pas de comprendre finalement à la fois ce que c'est qu'un radin, pourquoi tu es radin et puis aussi du coup j'imagine, hem, la souffrance qu'il y a derrière parce que moi j'ai l'impression que c'est un phénomène de contrôle comme un autre. C'est-à-dire, il y a eu un traumatisme et donc pour compenser ce traumatisme, il y a un phénomène de contrôle qui se met en place. J'ai l'impression, je sais pas si c'est le cas, mais je sais pas si tu as le sentiment de te guérir ou si tu as le sentiment, moi pour mes phénomènes de contrôle, j'ai toujours le sentiment d'être, entre la satisfaction de contrôler et la satisfaction de lâcher. Ouais. Et le chemin de la vie, j'ai l'impression, c'est quand même plutôt d'arriver à un moment où soit tu as contrôlé suffisamment pour déconnecter ce phénomène de contrôle, soit bah, en fait, tu as suffisamment grandi, tu t'es suffisamment guéri pour lâcher. Dans ce chemin, est-ce que tu es dans ce truc psychologique entre le contrôle de la névrose et la satisfaction de lâcher, le plaisir de lâcher, quoi? Oui, je suis un peu entre les 2. J'oscille entre les 2. Il y a aussi, où est-ce que qu'est-ce que tu définis comme, se faire plaisir? Parce que, souvent, les radins, les économes, voilà, tu vois? Moi, par exemple, ça me f je tire plus de plaisir à, mettre 100 € de côté qu'à m'acheter un nouveau vêtement à 100 €. C'est mon truc, tu vois? Il y a des gens, ça leur fait plaisir d'acheter une montre. Moi, ça me fait plaisir d'acheter des ETF ou des parts de fonds, pour investir, tu vois? Bah, Heu du coup, le sujet, c'est, est-ce que finalement tu crois pas qu'à un moment tu vas arriver à un stade où tu auras suffisamment accumulé et donc du coup, le besoin de compensation de l'angoisse de manquer, elle sera suffisamment satisfaite et donc tu pourras arriver à une autre équation qui sera: «Tiens, j'ai 100 €, Ouais. est-ce que, je les dépense? Est-ce que je les investis? Et si je les dépense, est-ce que je satisfais un besoin?» Peut-être qu'en fait, en termes de besoins, j'ai l'impression que tu es assez frugal, tu as pas besoin de beaucoup. Mais est-ce que du coup, je m'autorise à satisfaire un désir? Or, Oui. les êtres humains, on est quand même des êtres de désir. Alors oui, oui, mais moi, en fait, j'ai ce petit jeu, tu vois? C'est comme un jeu pour moi, que j'aime pas, payer trop cher, en fait, pour un truc qui pourrait, pour un truc qui manifestement ne vaut pas ce prix-là. Donc si je suis dans un resto et que, il y a quelque chose qui a l'air de me faire plaisir, mais que ça coûte vraiment trop cher pour ce que c'est la douleur de payer 3 fois trop cher allez, si tu as un croissant à 5 €, tu vois? Pour moi, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Même si j'ai envie d'un croissant, la douleur de payer, enfin le dégoût de payer 5 € un croissant va dépasser le plaisir de manger le croissant. Mais Je comprends ce que tu dis d'ailleurs, c'est un peu, moi je suis dans ce chemin, on y ouais, va on en reviendra après, mais ça m'a beaucoup éduqué, ouais, j'ai appris en te lisant, sur ce point parce que j'ai le sentiment que toi, le fait d'avoir manqué, ça t'a donné une conscience très, très forte, intrinsèque, je veux dire ouais. profonde à l'intérieur, une sorte de boussole de la valeur des choses Oui, oui, et complètement. donc quand il y a pas cette valeur-là, tu refuses de consommer, du coup, d'une certaine manière, d'entretenir ce mode de Ah oui, 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 société. non, mais bah, c'est-à-dire, au bout d'un moment, je refuse de si je refuse de me faire douiller, quoi. Mmh mh. Mais ça peut pas durer éternellement et donc moi, je viens d'un contexte de peur de manquer. La peur de manquer est toujours, très présente en moi, donc c'est vrai, c'est un moteur. Mais c'est aussi ce qui me permet d'en arriver là, et je pense que tu peux partir de là, faire des économies, te mettre un peu à l'abri et au bout d'un moment, arriver à reconnaître le moment où tu peux lever le pied et moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment-là, justement, parce que je commence à accumuler du patrimoine et bon, mon but, c'est de devenir rentier et donc je commence à y arriver et je Mmh. commence à lever le pied donc forcément, oui, je commence à me faire des petits restos, un peu plus chers. Je commence à me payer la dernière fois, j'ai pris un cocktail, à 11 €, tu vois? J'aurais jamais fait ça avant parce que 11 € pour un cocktail, moi moi ça m'échappe, c'est beaucoup trop cher pour juste un verre. Mais maintenant je commence à le faire de plus en plus, tu vois? Je commence à OK, je prends un billet de train, bah, demain je vais à Lille et je pars de la gare du Nord alors qu'avant, enfin là j'ai encore hésité à me prendre un bus, un Flixbus qui met 3 heures, mais qui coûte beaucoup moins cher. Bon, il faut apprendre à lever le pied au bout d'un moment parce que sinon tu restes dans tes névroses et tu deviens désagréable, par rapport à tes potes, ou à tes proches et donc ça, c'est quelque chose que je veux éviter. C'est marrant Heu, parce que tu évoques souvent les autres, oui, mais moi, à la limite, moi, j'étais un peu, enfin, mais un tout petit peu provocateur, mais à la limite, les autres, je m'en fous. Ce qui m'intéresse plus, c'est, tu vois,
tu as cette névrose, tu as ce phénomène de contrôle et c'est OK. Mais du coup, à partir du moment où en fait ça te coupe de ce que tu as envie de vivre, ça te coupe de ton besoin ou de ton désir, c'est là où personnellement, moi, c'est un peu, je trouve, les limites d'une certaine manière de la radinerie. Et là, donc effectivement, tu es dans une situation où tu es beaucoup plus confort, tu peux te permettre de prendre le train. Si tu prends le bus, bah, c'est là où, pour moi en tout cas, ça devient un petit peu effectivement névrotique et presque absurde, tu vois? Et justement, c'est ça, à quel moment en fait tu te dis, parce que quand je t'écoutais dans d'autres podcasts, j'ai eu le sentiment que d'une certaine manière, parfois la quête d'argent, alors pas nécessairement toi, hein, mais en tout cas la quête absolue d'argent, finalement, parce que tu en as été esclave, parce que tu en as pas eu, ça peut te rendre esclave de l'argent. C'est-à-dire que la quête uniquement de l'argent pour l'argent, ça peut finalement te couper de ton désir, couper de l'expérience que tu peux faire des choses. Et si tu as envie de quelque chose et que tu en as les moyens et que ça te met pas en danger, s'en priver juste par habitude, et alors qu'on va mourir et que le temps est Oui, pas oui. illimité, c'est là où, tu vois, moi Oui, parce que personnellement, je trouve ça dommage. quand tu étais galérien avant, tu gardes tes habitudes de galérien même si tu es millionnaire. Donc c'est pour ça que moi mon premier réflexe, c'est de prendre le Flixbus. Il y a aussi, combien tu gagnes, et combien vaut ton temps? Si tu si t Quand tu es étudiant, bien sûr, tu vas prendre un Flixbus, même si ça prend 2 fois plus longtemps, et que tu galères parce que ce que ça te fait économiser, ça représente quand même une grosse partie de ton revenu. Moi maintenant, ça représente plus, une si grosse partie de mon revenu que ça, donc j'estime que je peux me le permettre. Si mon temps vaut, je sais pas 20 € de l'heure, et que j'économise, 40 € en passant 1 heure de plus dans le bus, bah, forcément ça vaut le coup de prendre le bus. Donc si tu voilà, il faut raisonner comme ça aussi. Et combien vaut le temps que tu perds en prenant telle solution qui est moins efficace? Moins chère, pardon. Ouah, on est encore dans le contrôle quand même à quantifier enfin, Oui, à oui, bah, calculer la valeur non du mais temps et à faire une équation à chaque fois. bah, c'est quelque chose que bah, je pense que L'acte d'achat, c'est jamais quelque chose de je simple pour toi. je m'en séparerai jamais. C'est jamais quelque chose de simple, mais comme je te dis, de plus en plus, je lâche du lest là-dessus et d'ailleurs, c'est bien le but, en fait. Le but de faire des économies, d'investir et d'aller chercher des nouvelles sources de revenus et tout, c'est d'avoir plus d'argent pour pouvoir dire: «OK, je m'en fous, là, c'est bon, je paye, il y a pas de souci». Donc et les autres, donc tu parles des autres, tu dis: «Oui, mais je m'en fous, moi je veux faire, ce qui me plaît à moi». Mais moi j'accorde quand même beaucoup d'importance à mes relations interpersonnelles. J'ai pas envie d'être le connard de service, comme voilà, il y a des gens que je connais qui sont beaucoup trop radins et vraiment, qui sont des gens, qu'on évite quoi, parce qu'on les aime Mmh. pas, tu vois? Et moi j'ai pas envie de ça. Ça sert à quoi d'être riche tout seul, ça sert à rien quoi. Il faut aussi, chérir ses relations et il faut pas être le radin de service, le gars que les gens aiment pas à cause de ça quoi. C'est un défaut, dont je me suis servi, je me suis dit: «Oui, bah, comme je suis fort là-dessus, je suis doué là-dessus», plutôt que de rester, renfermé sur moi-même à ne pas assumer ça, à dire: «Ah non, je» enfin, j'ai fait le blog parce que je me suis dit: «Justement, on va mettre ça en avant parce que c'est un domaine dans lequel je suis fort, donc je vais pouvoir, exploiter ça, au maximum». Voilà. J'en ai fait une expertise en fait. J'ai pris mon petit défaut et puis j'en ai fait une expertise et ça a marché parce qu'en plus, vu que je vis moi-même, mes astuces ou tout ce dont je parle dans le blog, la plupart des articles, c'est moi qui les écris et j'essaye de mettre le plus d'anecdotes possibles qui sont vraiment tirées de mon expérience et donc on sent que c'est vrai et on sent que Oui, ça ça te parle profondément, ouais. voilà et donc ça apporte de la qualité. C'est ce qui était un défaut à la base, je l'ai tourné en expertise et je m'en suis servi, je l'ai exploité, quoi. Je pense que ça a de la valeur pour les gens. Ouais, je voulais revenir sur un autre truc qui m'a fait marrer en relisant, c'est qu'en fait, au fond, je le disais un petit peu en intro, sur le papier, t'es pas quelqu'un que j'aurais invité parce que je pense qu'on est très différents. Bon, j'aimerais bien rencontrer des gens très différents de moi, C'est parce que je sûr. trouve que c'est toujours enrichissant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un choc pour les gens qui me connaissent. Ouais, donc comme je le disais, je suis quelqu'un de très dépensier parce que je suis un peu peut-être d'une certaine manière dans le chemin inverse de toi. C'est-à-dire moi, j'ai pris très récemment conscience de ce que tu disais, c'est-à-dire bah, peut-être qu'à un certain moment c'est de l'arnaque et donc je consomme pas ce truc parce que je veux pas cautionner ce mode de consommation. Et donc j'ai commencé à me mettre des règles très récemment et donc c'est pour ça que je t'avais écrit, notamment sur le fait de, moi j'ai une règle, c'est tricher avec soi-même. Ouais, C'est-à-dire que quand tu as un défaut ou quand tu as un travers, je m'oblige à le corriger en mettant des règles. Par exemple, hem c'est ce que je fais aussi, hein.
j'ai automatisé des investissements, ce qui Oui, fait qu'en fait, ça sort de mon compte et donc après, bah, le reste à vivre, je le dépense à 100, oui. mais j'ai investi au départ. Bah, j'ai investi, dans l'immobilier donc du coup, voilà. Et puis aussi j'ai mis en place un truc que je trouve génial grâce à toi, le cashback. Parce que comme je suis très dépensier, de toute façon l'argent sort, mais je récupère une partie. Donc du coup, je réduis un petit peu la Ça, voilure. c'est la base. Et tu vois, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, moi la pingrerie, c'est le seul défaut que je supporte pas. Ouais. Je suis très tolérant et cetera, je juge très je quasi enfin Mais je il pense faut que comprendre je juge pas. pourquoi les gens sont pingres. Il y a des raisons. Ouais et puis tu vois, ce qu'on se disait tout à l'heure, je voulais l'évoquer maintenant, mais on se le disait déjà tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a aussi la façade, il y a l'image que les gens renvoient d'être pingres et puis il y a la réalité de ce qu'ils sont. Oui, Il y a des gens qui renvoient un truc très généreux et cetera et en réalité, quand tu les oui. connais, quand tu creuses, bah, finalement, ils sont beaucoup plus égoïstes et beaucoup Ouais, plus ouais. pingres, que ce qu'on disait. Moi, je connais des gens qui sont des énormes pinces, tu vois? Et qui n'en ont pas l'air du tout et qui sont 10 fois pires que moi, hein. Ouais, bah, il y Mais a des gens qui ont la communication généreuse, quoi. ah oui, oui, complètement. Ouais. Mais moi aussi, hein, faut pas oublier que, je sais ce que ça fait, je sais quels sont les dangers, quelles sont les conséquences d'être trop dépensier et d'être trop, de pas faire attention à l'argent. Je sais quelles sont les conséquences. Les conséquences, c'est que tu risques de te retrouver endetté jusqu'à la fin de ta vie, à t'engueuler tous les jours à cause de l'argent et ça été dans ma famille, tu vois? Et l'argent, c'est pour ça que je fais attention, je c'est dangereux, hein, de se mettre dans la merde comme ça. Tu risques de pourrir ta vie. L'argent, pour moi, c'est comme la santé et l'amour, dans le sens où, c'est pas un problème quand tu en as. La santé, c'est jamais un problème jusqu'au jour où c'en est un. L'argent, c'est jamais un problème jusqu'au jour où c'en est un. C'est le jour où tu en as plus de santé ou d'argent ou d'amour que tu dis: «Ah merde, j'en ai plus». C'est là que c'est un problème. Donc, tant que tu es pas dans la merde financière, il faut bien que tu apprécies la chance que tu as de ne pas être dans la merde et de ne pas, gaspiller cette ressource que tu as, donc de l'argent qui est de la tranquillité, pour acheter des trucs inutiles, superflus. Bien sûr qu'on peut se faire plaisir, mais il faut jamais perdre de vue le fait que, si tu abuses trop, trop longtemps, bah, tu risques de te retrouver sans rien et c'est dangereux, quoi, parce que les conséquences sont graves sur tes relations, Ouais, sur ta vie. tu me fais une passe décisive parce que c'est un petit peu, en partie, du coup, la prise de conscience que moi j'ai fait récemment sur, en fait, la gestion, de mes finances personnelles et donc c'est ce qui m'a amené à écouter le podcast La Martingale. Je mettrai le lien d'ailleurs, parce que je trouvais vraiment intéressant ce que tu disais et donc je connaissais déjà ton blog, mais c'est ton histoire personnelle qui m'a intéressé. Parce que donc ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, donc ta mère était aveugle, ton père était malvoyant, tu t'es retrouvé dans des situations, extrêmes qui t'ont amené du coup à développer cette expertise et justement mon point c'était ça. Moi j'ai une conviction personnelle, il y a une citation de René Char que j'adore, il dit, «Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir» et je crois vraiment profondément à ça. C'est-à-dire que Ouais. une fois que tu enlèves le bruit des autres, le bruit de la société, que tu avances dans la vie et que tu poses sincèrement des questions sur, ce que tu as envie de réaliser, au fond, à la fin, c'est toujours de réaliser un souvenir. Et donc ma question, c'était ça que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que du coup, le jeu d'épargner, le jeu de, gagner de l'argent, le jeu, est-ce que c'est ça le souvenir? Et est-ce que du coup, l'économie, c'est un plaisir? Ou est-ce que ça, c'est la réponse à l'angoisse de manquer? Mmh. Et donc, d'une certaine manière, tu penses qu'une fois que tu seras tranquille de ce côté-là, tu vas pouvoir cheminer vers Autre ce chose. souvenir, vers autre chose, vers, Oui. quelque chose qui, vraiment te donne du plaisir profond? Oui, alors il y a un peu des 2 donc toujours, j'en reviens à l'angoisse de manquer, qui est quelque chose que beaucoup de gens ont et il y a alors, le podcast que j'écoute en ce moment, c'est, Fabrice Florent, Histoire d'argent, hem et tu as des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires et qui ont toujours la peur de manquer. Donc on entend souvent dire que les gens n'en ont jamais assez, les riches n'en ont jamais assez. Tu peux très bien être multimillionnaire et toujours avoir l'impression, toujours avoir cette peur de manquer, avoir l'impression que tu risques de tout perdre et tout. J'en suis conscient et donc je sais que, il y a jamais de si tu te poses pas de limites, d'objectifs, tu auras jamais de moment, tu vas toujours te sentir, tu vas toujours avoir cette peur donc il y a un moment où il faut, commencer à lever le pied. Moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Oui, mais alors du coup, pardon, je te Heu, coupe, Marc, mais moi, en fait, c'est la raison pour laquelle je voulais t'inviter parce que finalement, la radinerie, c'est une névrose comme une autre ouais, et ce que oui, tu dis, c'est particulièrement important, je oui, trouve, parce que
ce qui compte, c'est d'avoir conscience de sa névrose Oui, et d'être capable de prendre du recul et de se dire: «OK, complètement. ma névrose, elle est là, elle est une part importante de ma vie. Pour autant, c'est pas ça qui me rend heureux» et surtout, tu vois, ce qu'on a un peu évoqué sur les limites finalement de la jardinerie, c'est que ça te coupe de l'expérience de la vie à partir du moment où ça t'empêche de, répondre à tes besoins, à tes désirs et donc ce que tu dis des gens qui sont multimillionnaires ou qui sont très détachés du manque désormais, mais qui ont pas fait ce travail de conscience que toi tu as fait, bah, finalement, leur expérience de la vie, elle est beaucoup plus faible parce que, et je peux évoquer d'autres choses, mais moi j'ai des clients, des amis comme ça qui sont très fortunés, Mmh. mais comme ils vivent avec soit un stress délirant parce qu'ils sont dans des milieux ou dans des métiers qui sont extrêmement Mmh. stressants et cetera, finalement, est-ce qu'ils profitent vraiment de ce qu'ils vivent quand tu es extrêmement ou tu vois, si, pour ceux qui ont vu la série Succession, je trouve la série Succession, elle montre très, très bien ça. Quand tu la regardes, tu es tellement angoissé que moi, quand j'ai fini un épisode, derrière, je regarde un épisode d'un truc drôle, Ah ouais? tellement je suis angoissé. Ouais, Tellement d'accord. ça et donc finalement, il y a quand même ce truc de si on se détache pas de cette quête effrénée ou de cette peur de manquer, est-ce qu'on profite vraiment de ce qu'on est en train de vivre? Bah Oui, il y a un et c'est moment où ça il qui est f en important, fait, je il faut trouve. juste, identifier ses névroses et arriver à s'en détacher, mais après aussi, j'ai envie de revenir sur un autre truc, il faut être honnête, avec une chose, l'argent, surtout en France, hein, c'est comme le sexe, c'est un sujet tabou. Heu et tu as beaucoup de gens qui vont passer leur vie à se justifier. Tu as, il y a des podcasts, que j'écoute aussi, avec des gens qui tu sais, des gens qui se revendiquent vraiment de gauche et tout, où l'argent c'est sale, tu vois? Et qui ont des gros héritages et qui passent leur vie à se justifier, oui mais enfin qui en ont honte quoi, qui ont une énorme pudeur, et tout le monde déteste les riches, mais tout le monde veut le devenir. Alors, il est où le problème? Elle est où la dissonance? Moi, je vais te le dire, très sincèrement, il y a la peur de manquer, mais il y a aussi l'envie d'accumuler. Ça me fait plaisir de gagner de la thune. J'aime bien gagner de la thune, bien évidemment. Je vais pas m'en cacher, c'est normal, tu vois? Dire le contraire, pour moi, c'est soit parce que tu es vraiment trop matrixé par la mentalité française où l'argent, c'est sale, ou alors c'est tu te mens à toi-même, ou alors vraiment tu es profondément comme ça, mais je pense que je trouve que c'est malhonnête de dire: «Oui, non, c'est pas l'argent qui m'intéresse». Bien sûr que c'est l'argent qui m'intéresse. Tout le monde est intéressé par l'argent, plus ou moins, bien sûr. Moi, je suis peut-être plus que la moyenne, hein, mais je pense qu'il faut pas se mentir par rapport à ça. J'ai ma névrose, mais j'ai aussi cette envie d'accumuler, cette envie de pouvoir me dire, «Vas-y, j'en ai rien à foutre, j'ai assez d'argent pour aller, faire, tel ou tel truc, pour m'acheter tel ou tel truc qui coûte cher». Donc il y a aussi cette envie-là, bien sûr, c'est une motivation que j'ai. Mais je sais qu'il y a pas que ça dans la vie et que, voilà, il faut identifier le moment où tu peux t'en détacher et le moment où après tu as assez d'argent pour te dire: «OK, maintenant, qu'est-ce que je fais?» Moi, d'ici quelques années, peut-être que je changerai totalement de voie et que je me dirais, que je trouverai un truc plus en adéquation, en phase avec avec d'autres envies profondes, que je trouverai un truc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont élever des chefs dans le Larzac ou qui font une formation de pâtisserie parce que ils en ont marre de leur boulot, ils en ont marre de chercher l'argent tout le temps ensuite tu te consacres à un autre truc qui te plaît vraiment, à une passion. Mais pour ça, je pense que c'est quand même important d'avoir aussi une sécurité financière derrière. Donc moi, c'est mon plan, tu vois? D'abord d'accumuler parce que pour le plaisir, pour le jeu que c'est d'accumuler de l'argent. Pour ensuite ne pas avoir ce stress et pour ensuite pouvoir me libérer l'esprit, et me consacrer à des choses qui sont des passions, qui me plaisent plus. Donc tout ça, en fait, c'est un plan. Bah, je suis quand même vachement dans le contrôle, hein. Mais c'est un plan, c'est Je c'est te mon laisse plan finir ton truc de contrôle et puis après je vais c'est contredire. c'est mon plan de vie, en fait. C'est comme ça que je vois ma vie par rapport à l'argent. Ouais, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Enfin, Oui. je crois que c'est l'épisode 5 de la première saison avec Élise, donc qui est kiné, qui était kiné, maintenant qui est ostéo. Il y avait aussi ce truc, c'est-à-dire qu'elle, elle avait besoin de passer par d'autres phases dans la relation au patient, dans la relation aux soins, dans le fait de soigner l'autre pour se soigner soi-même, jusqu'au point où en fait, elle sortait de la logique de survie pour vivre. Et toi, ce que tu exprimes, c'est tu as besoin d'accumuler jusqu'au niveau où tu te sens plus en survie Mmh. pour t'autoriser à vivre. Et Oui, c'est oui, oui, oui. complètement Oui, entendable et je pense que c'est un truc très humain mais et je c'est conteste pas du toxique, tout ouais. ça et je vois que tu es d'accord. Mais Ouais, ouais. ce que je veux juste, comment dire, souligner là où je pense qu'il faut faire attention, c'est si c'est conscient comme dans ton cas, il y a aucun problème. Le problème, c'est pour les gens pour qui c'est pas conscient Oui, et qui se perdent dans ce chemin d'accumulation ouais. et qui ensuite finalement deviennent esclaves de l'accumulation.
Tu Oui, vois? parce qu'après ça devient une habitude, ça devient Exactement. un automatisme et tu restes enfermé dans tes automatismes et c'est comme ça que tu deviens vieux, aigri et radin et Et seul. donc et seul en plus donc oui, ça je l'ai vraiment, j'en ai parfaitement conscience et j'essaye d'éviter d'éviter de prendre ce chemin-là. Il faut surtout pas, aller là-dedans. Ouais, parce que en fait, c'est marrant, mais en préparant, je repensais aussi, il y a une autre approche complètement différente de la tienne, complètement différente du chemin classique de, sécurisation de la fêlure qui est, très, très forte, donc compensation jusqu'à ce que tu sois sécurisé C'est de ce l'approche côté-là. d'abondance, non? Non, c'est une autre approche qui est une approche qui est beaucoup enfin, on pourrait dire bouddhiste ou j'en sais rien, mais c'est celle de Karl Lagerfeld. C'est-à-dire Karl Lagerfeld, il a jamais été propriétaire de rien. Ouais, Il a jamais été son appart, il a loué, il a jamais été, salarié, donc jamais en CDI d'aucune boîte dans laquelle il a bossé. Mais ce qu'il a fait, c'est il a développé une telle force, une telle compétence personnelle que cette compétence unique, oui, elle l'a mis complètement à l'abri du besoin. oui, oui, Et en oui, oui, fait, tu vois, pour moi, c'est peut-être la prochaine étape pour toi. oui, C'est-à-dire une fois que tu te fais suffisamment confiance, tu peux développer ce qui te met réellement à l'abri. Et en fait, aussi, ce que je voulais dire, c'est moi, là, la réflexion récente sur les finances personnelles, il y a plein de raisons. J'ai acheté un appartement, j'ai envie d'avoir des enfants, etc., etc. Je vieillis aussi, tu vois. mmh, Mais au fond, c'est toujours la peur. La peur de l'avenir, la peur de, tu vois, c'est vrai, être vieux et se dire peut-être que si un moment je suis vieux et je suis malade, je vais avoir les moyens de oui, rester vivre chez moi. bien sûr, Alors que, tu vois, je suis plutôt d'un naturel confiant à me dire: «Je vais toujours bien gagner ma vie, je vais toujours rencontrer des gens, je vais toujours faire plein de trucs cool et donc j'aurai toujours les moyens». Mais le fait de gérer mes finances personnelles, c'est pour le au cas où. Et à mon avis, le point, il est là aussi, c'est de faire attention à ce que ce soit pas la peur qui dicte nos décisions. Parce que quand c'est la peur qui dicte nos décisions, ça amène jamais à être vivant, ça amène jamais à profiter de la vie. Or la vie, elle est à la fois très courte et très longue et mais tu raison, ça résonne vachement en moi, hein, ce que tu dis, je prends l'exemple de c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir des amis, assez différents, j'ai un pote à moi qui lui, a pas tant de thunes que ça, pourtant il se refuse rien, il se fait plaisir, même il surconsomme, je pense, mais il a cette différence fondamentale avec moi, c'est qu'il a une confiance infinie en ses capacités à rebondir. Moi personnellement, j'ai peur du monde du travail, tu vois? Le monde du travail pour moi c'est une horreur, j'ai été salarié pendant quelques années, je veux plus jamais revivre ça, ce stress constant, ce flicage, cette hostilité, j'ai plus envie de vivre ça et en plus de ça, j'ai aucune confiance en mes capacités, je te le dis clairement, hein, je manque de confiance en moi, bien sûr, je manque d'estime de moi aussi. J'ai aucune confiance en mes capacités, professionnelles et pourtant on m'a souvent dit: Oui, Marc, tu travailles bien, tu es très consciencieux, tu es très, très, très sérieux dans ce que tu fais. Donc en vrai, j'ai aucune raison de douter de moi, et je pourrais faire comme mon pote et me dire, «Bah, je m'en fous en fait, je dépense ma thune comme, enfin je me fais plaisir, je fais ce que j'ai envie de faire et je suis pas mû par la peur», comme tu dis. C'est quelque chose dont je suis en train de me rendre compte progressivement, en regardant mon pote faire justement et en regardant les gens qui sont comme ça et je me dis plus ça va, plus je me dis: «Non, non mais Marc attends, arrête d'être con, tu fait des études, tu parles plusieurs langues, tu tu devenu spécialiste dans ton domaine, tu sais faire des sites internet, tu peux tout à fait rebondir. Si jamais tu es dans la merde, si jamais le monde s'écroule demain, hein, tu fais ton Karl Lagerfeld et tu peux tout à fait aller bosser dans une agence web ou un truc comme ça», tu vois? Je peux donc en fait, tu es en train de mais dire, tu es en train d'acquérir suffisamment de confiance et d'accomplissement pour finalement lâcher bah, et ouais, mais vivre ce que tu as envie de tout vivre ça, sans contrôler, ça quoi. demande de s'en rendre compte. Il y a Ouais. énormément de gens qui sont dans mon cas, qui ont pas du tout confiance en eux, en leurs capacités, alors que ce sont des gens très compétents et évidemment, quand tu t'en convaincs, intimement que tu as une capacité à rebondir, que tu as des compétences, que tu as de la valeur, bah, tu acquiers une confiance en toi, intrinsèque en tes capacités et peut-être que ça peut te permettre de te défaire de la peur de manquer d'arrêter d'aller chercher, de l'accumulation extérieure. Hein? N'importe quelle névrose. Ouais. En fait, le fait de vivre, comment dire, d'accumuler des expériences, des accomplissements Mmh. et de te tester en Mmh mh. réel, de faire des choses. Moi, je Mmh trouve, mh. enfin, l'action, elle est essentielle. Et enfin, c'est rigolo parce que je relève un truc que tu as dit, mais finalement, je crois que tous les gens qui ont une approche en décalage par rapport à la société, donc toi, c'est par rapport à l'argent et la consommation, ils rentrent pas dans la logique fermée d'une entreprise et du cadre de l'entreprise. Ça marche pas.
Et c'est un petit peu pareil dans le podcast avec François Brault, on a évoqué ce sujet. Quand tu es dans ton chemin, c'est plus difficile parce qu'il faut le faire, ce chemin. Mmh. Mais par contre, il y a beaucoup plus d'air, il y a beaucoup plus de liberté. Toi, tu recherchais beaucoup plus de liberté. Oui. Et donc maintenant, avec la confiance que tu vas accumuler, tu vas pouvoir arriver dans la prochaine étape qui est de peut-être réaliser quelque chose que tu sais pas encore d'ailleurs, peut-être. Ah non, on n'y est pas encore, mais T'es on pas y très a loin, je crois, quand même. ouais, ouais, je pense à suivre, hein, mais c'est ça je suis sur ce chemin-là, en tout cas. OK, merci beaucoup Marc. On va passer aux petites questions de la fin, beaucoup Ouais, plus, chill. C'est quoi le bruit que tu préfères? le bruit? Ouais, Oh là là, c'est les heu questions du questionnaire de Proust, j'adore. et bah, j'aime bien le tu sais, je suis très, ASMR, je pense que je suis un peu le hipster de la l'ASMR, j'écoutais des vidéos comme ça, quand c'était pas du tout connu, j'aime bien écouter les gens qui parlent, de manière, calme, tu vois? J'écoute pas mal, France Culture, juste pour entendre le son de la voix des gens. Ouais, je vois très bien. Bah, je pense que c'est un des bruits préfets. Oui, le bruit de fond rassurant d'une famille, d'un entourage, un truc comme ça. OK, alors est-ce que tu veux bien partager avec nous, puisque du coup tu es pas loin, un de tes rêves? Ce serait quoi un de tes rêves là, pour les 10 prochaines années? Un truc accessible? Oh, ce serait de je pense honnêtement de régler ma situation amoureuse, c'est-à-dire de rencontrer, la femme de ma vie, quoi, tout simplement. Donc c'est beau, ça veut dire que déjà tu crois à la femme de ta vie. Ah là là. Non, mais je dis ça parce que tu sais, j'avais lu ça dans un livre, j'ai trouvé ça très intéressant. Un mec qui écrivait un livre de scénario, Ouais. comment écrire en gros des scénarios, et il disait une des problématiques, c'est que tu dois toujours écrire en prenant en compte la société dans laquelle tu vis. Mmh mh. Et qu'aujourd'hui, comme les gens croient de moins en moins à l'amour en Occident, Mmh. bah, c'est de plus en plus difficile d'écrire des comédies romantiques ou d'écrire même des livres sur l'amour parce que les gens y croient pas. Mmh. Donc c'est pas si. C'est pour ça que je te taquine. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis en plus avec, ça devient de plus en plus, on est aussi dans la surconsommation là-dedans avec, Tinder et compagnie et dans l'illusion du choix et Mm. ça malheureusement ça détruit un peu les relations, je pense. Tu vois? Le Ah, je suis assez d'accord, j'aimerais bien inviter quelqu'un d'ailleurs sur le sujet. Ouais. Tiens, alors du coup, une dernière question. Est-ce que toi, il y a quelqu'un que tu admires, quelqu'un que tu voudrais que j'invite ou dont tu penses en tout cas si, les auditeurs connaissent pas, une personne sur laquelle il faudrait se renseigner? Ouais. Hem, Oui, oui, d'ailleurs, j'étais en train de lui envoyer un message, pendant que tu étais, parti chercher tes affaires. C'est une très bonne copine à moi, c'est Déborah, Thiarion. Alors je la cite, je vais même pas demander, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Mais c'est la master franchisée d'une chaîne d'écoles d'anglais, d'origine, italienne, mais qui est en train de s'implanter en France, mmh qui s'appelle My English School. Et donc moi je suis très ami avec elle depuis des années, de longue date. C'est une fille qui est partie de rien et qui est une businesswoman née, tu vois? Et qui a accompli des choses incroyables. Donc elle a fait ses écoles d'anglais, j'ai un ex enfin un de mes meilleurs amis qui en a fait une aussi, qui est devenu son franchisé et donc elle est en train d'étendre son réseau et de faire en plus, tu vois? C'est vraiment un truc, bon, OK, c'est une entreprise, hein, le but c'est de gagner de l'argent, mais les méthodes sont très humaines. Il y a des profs, tu vois? C'est pas seulement des ordis. Elle prend très soin de ses employés, elle est très forte en business, enfin voilà quoi, je sais pas comment dire quoi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire, sur le plan, personnel, sur le plan business, sur le plan, ambition surtout. Elle a énormément d'ambition et elle se donne les moyens de le faire, c'est quelqu'un que je pense qui serait très intéressant d'interviewer. Alors je note, je vais te demander son nom du coup un peu plus précisément après Ouais. et j'aurais une dernière question. C'est marrant parce que tu as évoqué, je l'ai noté d'ailleurs sur ma feuille, tu as évoqué ça plusieurs fois dans d'autres podcasts et puis aujourd'hui, le sentiment de pas avoir eu d'héritage, d'une certaine manière de partir dans la vie avec, rien ou un peu comme quand on lance un bébé dans la vie. Est-ce que tu crois que c'est ça le traumatisme? Le fait de ressentir profondément qu'en fait tu as été lancé dans la vie avec rien et que du coup après il Ouais. va vraiment que tu te débrouilles et que du coup il y a pas de sécurité quoi? Ouais, mais non, mais je le reconnais, volontiers, je suis un gros rageux là-dessus, hein, je suis très jaloux, en fait, des gens qui ont des héritages. Je le dis clairement parce que pour moi, quand on parle de méritocratie, on la met à toutes les sauces, mais il est où le mérite quand tu reçois de l'argent, pour lequel tu as absolument pas travaillé? C'est tes parents, c'est pas toi, tu vois? Donc tu l'as pas mérité du tout et en plus de ça, quand tu nais dans une famille, qui a de l'argent, où tu as un gros héritage, bien souvent ça s'accompagne aussi de toute l'éducation qui va avec, de tout le confort matériel dont tu as bénéficié quand tu étais petit.
Donc moi, par exemple, j'ai grandi, j'ai pas eu de voiture, j'ai pas eu le permis, on m'a pas payé d'école de commerce, j'ai été à la fac et à la fac, quand tu fais un stage, eh ben, tu vas bien te faire foutre parce que tu aucun service d'orientation pour t'aider. Enfin, il y en a, mais c'est de la merde. Alors que quand tu es dans une école de commerce, tu as le réseau, tu rencontres des gens, on te sert un stage sur un plateau, tu vas faire des bons boulots et tout. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas pu partir aux États-Unis étudier, contrairement à des camarades de classe, parce qu'il faut justifier d'avoir 10 000 euros sur ton compte pour passer un an aux États-Unis. Ça fait partie des pièces demandées. Donc ça, c'était pas possible pour moi. Et donc, j'ai pas pu. Mais à côté de ça, voilà, je suis un gros rageux, jaloux là-dessus, bien évidemment. Mais aussi, je reconnais que j'ai une chance pas possible d'être né en France, d'avoir grandi en France et d'avoir pu aller à la fac déjà, premièrement, et d'avoir pu partir en Erasmus grâce à des bourses et tout et compagnie. Ouais, Donc, je suis quand même merci de le assez. dire ça parce que moi, Ouais, quand j'ai vécu en Chine, c'est un des trucs qui m'a choqué. Je suis revenu un peu, j'étais toujours critique, on est toujours critique ouais, de son pays, et je suis vraiment revenu en me disant, mais quelle chance de vivre dans ce pays où tu as la sécurité, la oui. démocratie, l'éducation gratuite, Les etc., la infrastructures, santé, les infrastructures. Et en vrai, tu en as un très bon exemple, même quand tu pars de rien, oui, tu peux réussir une vie ben et voilà. créer des business. Et c'est aussi un discours, je trouve, qui est intéressant et important. Faut bien se le rappeler, tu prends moi, tu prends ma pote Déborah, tu prends d'autres potes, on est parti de rien, on a quand même réussi, tu vois? Alors effectivement, on est arrivé avec un handicap, mais on est arrivé aussi avec un énorme avantage par rapport à quelqu'un qui aurait grandi dans un pays moins riche que la France. Le fait d'être en France, on critique beaucoup la France, mais on a quand même un pays qui tourne bien et qui marche très bien, où il y a des opportunités, quoi. Ouais, et puis, alors, du coup, je rebondis, c'est marrant parce que tout ce que tu disais, moi, ça me fait trop rire, parce que je connais à l'inverse des héritiers, etc., Ouais. et cetera. Mais en même temps, finalement, est-ce que c'est pas ce handicap, ce que tes parents t'ont donné aussi? C'est ce Oui, qu'ils t'ont oui, oui, transmis, oui, c'est du coup, c'est une mon conscience. moteur. C'est aussi, bah, ton moteur et puis aussi, ton expertise Oui, qui a fait que du coup, et ça, c'est aussi un message, je trouve, qui est important, de dire finalement, ce que vous avez qui est unique et qui peut-être qui fait mal, c'est peut-être aussi votre meilleur moteur pour réussir des choses, pour faire des oui, choses, oui, oui. mais il faut commencer par l'accepter, commencer par se battre, quitte Ouais. à être à jeu, mais à se battre. Ouais, ouais, à être rageux, voilà, tu peux pas trop l'enlever, mais juste en être conscient et te dire: «Bon, laisser couler, ouais, ça te fait chier», mais tu te sers de ça comme d'un moteur, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Je pense que ça m'a réussi. OK, bah, écoute, je trouve ça super. Je te propose qu'on se quitte sur ces mots. Je te remercie encore, beaucoup Marc. Bah, c'est moi qui te On a remercie. un petit peu débordé, mais c'est cool. Voilà, je mettrai en lien du coup, ton blog, je mettrai aussi, tes réseaux et puis, probablement les autres podcasts aussi où tu as été interviewé parce que je trouve que tu as dit des choses intéressantes. Et puis si toi tu as des contenus que tu veux partager parce que j'ai un petit peu coupé sur l'aspect, bon plan, sur l'aspect, C'est vrai. apprentissage parce que moi ce qui m'intéressait c'était toi plus que les économies. Bah, pour tout ce qui est des bons Hem, plans, je pourrais te donner des liens vers, quelques-uns de mes articles qui voilà, synthétisent un peu tout ça. super, ça marche. Bah, on fait ça. Merci encore Ouais, et puis, à très vite. merci. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. A bientôt pour justement le prochain épisode.